pendant ma convalescence il y a 3 ans, ma mère a vidé mon appartement et tout vendu, même mes souvenirs, après avoir dit que j'étais morte. Elle a coupé tout contact. Ce matin, à 5 heures, mon frère m'appelle en larmes, maman est à l'hôpital. Papa s'effondre. Les avocats nous harcèlent. S'il te plaît. Fais que ça s'arrête. Il me supplie d'intervenir. Je m'appelle Emily Carter et j'avais 25 ans quand j'ai appris que quelqu'un pouvait voler toute votre vie sans jamais toucher votre corps. Je venais de sortir de l'hôpital après une opération d'urgence. J'étais encore si faible que marcher de la voiture à la porte de mon appartement me semblait comme traverser un terrain de football. Je me souviens m'être tenu au mur d'une main et avoir tenu mes papiers de sortie de l'autre, pensant que tout ce que je voulais, c'était mon propre lit, ma propre couverture, et le calme du premier appartement que j'avais payé toute seule. Mais quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de couverture, il n'y avait presque plus rien du tout. Mon salon ressemblait à un appartement témoin dont on aurait retiré les meubles. Mon bureau sur mesure avait disparu. Mon ordinateur avait disparu. La tablette que j'utilisais pour les designs de mes clients avait disparu. Le canapé pour lequel j'avais économisé 6 mois avait disparu. Mon placard était vide. Même les assiettes de cuisine bon marché que j'avais achetées en liquidation manquaient. Pendant une seconde, je me suis honnêtement demandé si je m'étais trompé de porte, car mon cerveau refusait d'accepter que cet espace creux et dépouillé était le mien. Puis, j'ai vu le rectangle pâle sur le mur où était accroché le cadre de ma photo d'enfance, et j'ai eu l'estomac noué, bien plus durement que lorsque j'étais à l'hôpital. Le petit médaillon en argent que ma grand-mère m'avait laissé. Les lettres qu'elle avait gardées des années 1950, les vieilles photos de famille que j'avais protégées à chaque déménagement. Tout avait disparu. J'ai appelé ma mère avec les mains tremblantes. Elle a répondu comme si elle s'y attendait. Quand j'ai demandé ce qui était arrivé à mon appartement, elle a ri et a dit, « Emily, tu jouais à être indépendante. » J'ai juste nettoyé ce fantasme. Ensuite, elle m'a dit qu'ils avaient déjà vendu la majeure partie de mes affaires. Mon ordinateur portable, mes meubles, mes vêtements, et même la boîte contenant mes photos d'enfance. Quand j'ai exigé de savoir comment ils s'en étaient tirés, elle a répondu qu'ils avaient dit à mon propriétaire que j'étais morte de complications chirurgicales. Le temps que j'essaie de rappeler, j'étais bloqué de partout. 3 ans plus tard, mon téléphone a sonné à 5 heures du matin et mon frère pleurait si fort que je le comprenais à peine. Tout ce qu'il n'arrêtait pas de dire, c'était « Maman est à l'hôpital. Papa s'effondre. » Les avocats n'arrêtent pas d'appeler. S'il te plaît, Emily, fais que ça s'arrête. Avant de vous dire pourquoi ces avocats appelaient et pourquoi je n'ai rien arrêté du tout, dites-moi ceci. Quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment? Et d'où me regardez-vous? Je veux savoir jusqu'où va cette histoire, car ce qui s'est passé après cet appel téléphonique a prouvé une chose que je n'oublierai jamais. Certaines personnes n'appellent ça la famille que lorsqu'elles ont besoin que vous pardonniez ce qu'elles ont choisi de détruire. La première nuit où j'ai dormi sur le canapé de Nora Bennett, je n'arrêtais pas de me réveiller parce que je croyais entendre la porte de mon appartement s'ouvrir. Mon corps luttait encore contre l'infection, mes points de suture tiraient à chaque fois que je m'asseyais trop vite. Et je n'avais qu'un sac d'hôpital en plastique avec mes papiers de sortie, mon chargeur de téléphone et les vêtements que je portais quand je m'étais effondré pour la première fois. C'était tout ce que je possédais cette nuit-là. Tout le reste avait été vendu, jeté ou emporté hors de mon appartement par les 2 personnes qui avaient l'habitude de me dire qu'elles ne voulaient que ce qu'il y avait de mieux pour moi. Nora n'arrêtait pas de dire que je pouvais rester aussi longtemps que j'en avais besoin, mais je voyais l'inquiétude sur son visage quand j'ai essayé de me connecter au compte de mes clients depuis mon téléphone et que j'ai réalisé à quel point la situation était grave. J'étais créatrice de rendus architecturaux en freelance. Mon travail dépendait de logiciels puissants, de fichiers clients, de dossiers de projets, de factures, de contrats, d'ébauches de conception et de sauvegarde. Mon ordinateur n'était pas juste un ordinateur. C'était mon revenu. C'était ma réputation. C'était des mois de délai et de nuits blanches, et la confiance que j'avais bâtie avec des clients qui ne s'étaient jamais souciés de mes drames familiaux jusqu'à ce que soudainement, leurs projets disparaissent avec mes disques durs volés. La première semaine après mon retour de l'hôpital, j'ai perdu 3 clients. L'un d'eux a été gentil et m'a dit de me concentrer sur ma santé. Un autre a dit qu'il comprenait mais qu'il avait besoin de quelqu'un de fiable. Le troisième n'a jamais répondu après que je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Je ne pouvais même pas lui en vouloir. Vu de l'extérieur,
cela paraissait insensé. Ma mère est entrée par effraction dans mon appartement pendant que j'étais à l'hôpital, a vendu mes affaires et a dit à mon propriétaire que j'étais morte. Qui dit ça et s'attend à être cru? Puis, les messages ont commencé à arriver de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Une cousine m'a envoyé un SMS qui disait « Émilie, c'est vraiment toi ». J'ai fixé le message pendant presque une minute entière avant de répondre. Elle m'a appelé immédiatement, pleurant à tel point qu'elle pouvait à peine respirer, et m'a demandé pourquoi ma mère avait publié que j'étais décédée. C'est comme ça que j'ai découvert que le mensonge était plus grand que mon appartement. Mes parents avaient dit à nos proches, à de vieux amis de la famille et à la moitié de leur quartier que j'étais morte de complications chirurgicales soudaines. Ils ont dit qu'ils étaient dévastés. Ils ont dit que ma mort avait été inattendue. Ils ont dit qu'ils essayaient de rester forts tout en surmontant une perte insupportable. La même mère qui s'était moquée de moi au téléphone avait publié une vieille photo de moi au lycée avec une légende disant qu'aucun parent ne devrait avoir à enterrer son enfant. Le même père qui avait aidé à vendre mon équipement de travail acceptait les cartes de condoléances des voisins qui pensaient qu'il était en deuil. Leur groupe de quartier UP a envoyé des repas. Une femme de leur cercle de charité a organisé une petite collecte commémorative pour aider aux frais. Les gens leur ont donné de l'argent parce qu'ils croyaient que j'étais morte. Je me souviens être assise sur le canapé de Nora, portant toujours le pantalon de jogging qu'elle m'avait prêté, faisant défiler les captures d'écran que ma cousine m'avait envoyées, et sentant quelque chose à l'intérieur de moi devenir complètement immobile. Il y avait des commentaires de gens disant qu'ils priaient pour mes parents. Il y avait des petits émojis en forme de cœur. Il y avait des gens qui me qualifiaient de belle âme. Il y avait des gens qui disaient que mes parents étaient si courageux. J'étais vivante, fauchée, faible, et je dormais sous une couverture empruntée pendant qu'ils étaient nourris et réconfortés pour un décès qu'ils avaient inventé. Quand j'ai essayé de contacter directement des proches, certains m'ont cru immédiatement. D'autres ont paniqué. D'autres m'ont accusé d'être cruel de me faire passer pour Émilie si Émilie était vraiment partie. Ensuite, l'histoire a changé. Une fois que les gens ont commencé à poser des questions, mes parents leur ont dit que j'étais vivante mais instable. Ils ont dit que le chagrin les avait rendus confus. Ils ont dit que j'avais toujours été difficile et dramatique. Ils ont dit que j'avais abandonné la famille et que je les harcelais maintenant parce que je voulais attirer l'attention. En une semaine, je suis passé de morte à instable puis à avide, selon la version qui les aidait le plus. Nora m'a regardé imprimer des captures d'écran à la bibliothèque parce que je n'avais plus d'ordinateur. Elle m'a ramené à mon appartement pour que je puisse prendre des photos des pièces vides. Le propriétaire avait l'air de vouloir que la terre l'engloutisse quand je suis apparue vivante. Il a avoué que mes parents lui avaient dit que j'étais morte. Ils avaient mon double de clé. Ils avaient des copies des documents de l'hôpital parce qu'ils étaient inscrits comme contact d'urgence depuis des années. Ils lui ont dit qu'il devait vider l'appartement rapidement parce que regarder mes affaires était trop douloureux. Il les a crus parce que les gens normaux ne mentent pas sur la mort de leur fille juste pour voler un canapé et un ordinateur portable. J'ai posé des questions sur ma caution. Il a dit que la situation du bail était compliquée maintenant. Je suis sorti avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Pendant 3 mois, j'ai tout reconstruit à partir de rien. Nora m'a donné la moitié de son placard. J'ai acheté un ordinateur portable d'occasion qui pouvait à peine faire tourner mes logiciels de conception. J'ai pris de petits boulots bien en dessous de mes compétences parce que j'avais besoin d'argent. J'ai mangé pour pas cher et j'ai fait une liste de tout ce qu'il m'avait pris. Les choses chères faisaient mal. L'ordinateur, la tablette, les meubles, les vêtements. Mais les choses sur lesquelles je revenais sans cesse étaient celles que l'argent ne pourrait jamais remplacer. Le médaillon en argent de ma grand-mère, ses lettres manuscrites, les vieilles photographies de moi bébé, celles que j'avais gardées après chaque déménagement parce qu'elles étaient la preuve que j'avais existé avant que mes parents ne me transforment en une histoire qu'ils pouvaient vendre. C'est à ce moment-là que ma colère a changé. Elle a cessé d'être brûlante. Elle a cessé de me faire trembler. Elle est devenue froide, concentrée et permanente. J'ai arrêté de me demander pourquoi il l'avait fait. J'ai commencé à me demander comment le prouver. Le rapport de police ne s'est pas passé comme les gens pensent qu'il devrait se passer dans des histoires comme celle-ci. Je suis entré dans le commissariat avec des dossiers médicaux, des photos de mon appartement vide, des captures d'écran des publications de ma mère, et une liste de biens volés si longue qu'elle ressemblait à un inventaire de déménagement.
Je pensais qu'une fois que j'aurais expliqué que je me remettais d'une opération d'urgence pendant que mes parents vidaient mon appartement et vendaient tout ce que je possédais, quelqu'un dirait, oui, c'est du vol. Au lieu de cela, l'agent a écouté, a pris des notes et a continué à poser le même genre de questions. Vos parents avaient-ils une clé? Les aviez-vous déjà laissés entrer auparavant? Certains des objets étaient-ils des cadeaux de leur part? Y a-t-il pu y avoir un malentendu? Je répondais sans cesse la même chose. Un malentendu n'explique pas le fait de dire à mon propriétaire que je suis morte. Un malentendu n'explique pas la vente du médaillon de ma grand-mère. Un malentendu n'explique pas de me bloquer de partout après que j'ai demandé qu'on me rende mes affaires. Il n'a pas dit qu'il les croyait. Il n'a pas dit qu'il me croyait. Il a dit que cela pourrait être une affaire civile parce qu'ils avaient accès à l'appartement et parce que la propriété devrait être prouvée objet par objet. Je suis parti avec un numéro de dossier et la sensation écœurante que mes parents avaient choisi le type de cruauté parfait, pas celui qui se règle rapidement, mais celui qui est enterré sous la paperasse pendant que tout le monde vous dit de vous calmer. C'est Nora qui a trouvé l'avocat. Son nom n'avait pas d'importance pour moi au début. Ce qui comptait, c'était qu'il a regardé mon dossier, écouté toute l'histoire sans m'interrompre, puis il a dit, il comptait sur le fait que vous seriez trop fatigué pour vous battre contre ça. C'était la première fois que j'avais l'impression que quelqu'un comprenait. Il m'a expliqué que le côté pénal pourrait être lent ou incertain, mais que le tribunal civil était différent. Si nous pouvions prouver qu'ils avaient pris des biens qui m'appartenaient, les avaient vendus sans permission, avaient nui à mes revenus, et avaient utilisé des mensonges pour obtenir un accès et de l'argent par compassion, nous avions un dossier. Ce ne serait pas rapide. Ce ne serait pas propre, et cela coûterait de l'argent que je n'avais pas. Nora m'a prêté l'argent pour la provision. J'ai pleuré quand elle l'a fait, non pas parce que j'étais faible, mais parce qu'après des mois à être traité comme un problème, quelqu'un était prêt à parier sur ma vérité. Le procès a duré près de 2 ans. 2 ans où mes parents ont essayé de transformer le vol en inquiétude. 2 ans à dire qu'ils croyaient que je perdais pied et que j'avais besoin d'une intervention. 2 ans à prétendre qu'ils n'avaient enlevé mes affaires que parce qu'ils pensaient que je rentrerais à la maison, à ma place. Ma mère a dit que certains des objets étaient des biens familiaux. Mon père a dit que j'avais été irresponsable avec l'argent et qu'ils essayaient de me protéger contre moi-même. Leur avocat a essayé de suggérer que, parce que j'avais été hospitalisé, ma mémoire de ce que je possédais pouvait ne pas être fiable. Je me souviens avoir lu cette ligne dans l'un des documents et avoir tellement ri que je n'ai plus rien ressenti. Ils ne se contentaient pas de se défendre. Ils essayaient toujours de m'effacer, seulement maintenant ils le faisaient en langage juridique. Mais j'avais des reçus. J'avais des relevés bancaires prouvant que j'avais acheté mon propre bureau, mon propre canapé, mes propres appareils électroniques, mon propre équipement de design. J'avais des photos de mon appartement de la semaine précédant l'opération parce que j'avais pris des photos de mon espace de travail pour mon portfolio. J'avais des emails de clients faisant référence à des fichiers stockés sur mes disques. J'avais la déclaration écrite du propriétaire confirmant que mes parents lui avaient dit que j'étais morte de complications. J'avais des captures d'écran des annonces en ligne où ma mère avait vendu mes meubles en lot. Un acheteur a même répondu à mon avocat et a confirmé qu'il avait acheté une boîte de vieilles photos et de bijoux dans le cadre de ce que ma mère appelait un débarras de succession. Un débarras de succession. Cette phrase m'est restée. J'avais 25 ans et j'étais en vie, et ma mère avait vendu mon enfance comme si j'étais une succession. Nora a fait une déclaration sur le fait de m'avoir ramené de l'hôpital en voiture et de m'avoir regardé ouvrir la porte d'un appartement vide. Elle a décrit à quel point j'étais devenu pâle, comment je n'arrêtais pas de dire « mes photos ont disparu ». Mes photos ont disparu. Comme si mon cerveau ne pouvait pas aller au-delà de ce seul fait. Mes parents la détestaient pour ça. Ma mère l'a qualifiée de mauvaise influence extérieure. Mon père a dit qu'elle m'avait rempli la tête de colère. C'était leur astuce préférée. Quiconque me croyait devait me manipuler. Quiconque les défiait devait avoir de mauvaises intentions. Le tribunal ne s'est pas autant soucié de leur performance qu'il l'espérait. Le juge s'est soucié des documents, des dates, des reçus, des contradictions. Pourquoi avait-il dit au propriétaire que j'étais morte s'il s'agissait d'une intervention familiale? Pourquoi ont-ils vendu mon équipement s'ils préservaient mon avenir? Pourquoi ont-ils accepté l'argent des commémorations s'ils savaient que j'étais vivante? Pourquoi m'ont-ils bloqué au lieu de me rendre quoi que ce soit? Ma mère a pleuré au tribunal. Mon père a eu l'air offensé que pleurer ne suffise pas. Quand le jugement a été rendu,
je l'ai lu 3 fois avant de le comprendre pleinement. J'avais gagné 41 600 $. La valeur des biens, la perte de revenus, les dommages moraux et une partie de mes frais de justice. Ce n'était pas suffisant pour remplacer le médaillon. Ce n'était pas suffisant pour ramener les photographies. Ce n'était pas suffisant pour me rendre les mois que j'ai passés à reconstruire une vie depuis un canapé emprunté. Mais c'était officiel. C'était écrit par quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas charmer. Ils ont fait appel, bien sûr. Ils ont dit que le montant était injuste. Ils ont dit que le tribunal avait mal compris leurs intentions. Ils ont dit que je les punissais au lieu de chercher une résolution. Ils ont perdu. Quand l'appel a échoué et que le jugement est devenu définitif, je n'ai pas célébré. Je me suis assise à mon minuscule bureau d'occasion, j'ai posé l'ordonnance du tribunal à côté de la seule photo scannée de ma grand-mère qui ait survécu, et j'ai murmuré, maintenant, on encaisse. Ce que les gens ne comprennent pas à propos de la vengeance, c'est que le moment le plus bruyant est rarement le plus important. Mes parents s'attendaient à ce que je crie. Ils s'attendaient à ce que je profère des menaces, que je me présente chez eux, que je pleure devant des proches, et que je leur donne l'occasion de me dépeindre comme instable. Je ne leur ai pas donné ça. Pendant 3 ans, je suis devenue silencieuse d'une manière qui mettait les gens mal à l'aise. J'ai fait des dossiers. J'ai fait des chronologies. J'ai sauvegardé chaque capture d'écran, chaque message, chaque publication où ils mettaient en scène leur chagrin pour une fille qu'ils savaient vivante. J'ai demandé des copies de mes dossiers médicaux. J'ai obtenu une déclaration complète de mon propriétaire. J'ai gardé les dossiers du tribunal dans des enveloppes étiquetées. J'ai noté les noms des personnes qui avaient fait des dons pour la collecte commémorative et les noms des personnes à qui on avait raconté différentes versions de ma mort. Ensuite, j'ai commencé à réparer les dégâts, une personne à la fois. Je n'ai pas envoyé d'essais émotionnels. J'ai envoyé des preuves à ma tante. J'ai envoyé les dates d'admission et de sortie de l'hôpital. À ma cousine, j'ai envoyé le jugement. À un vieil ami de la famille, j'ai envoyé la capture d'écran de la publication commémorative de ma mère à côté de la date à laquelle elle avait mis mon bureau en vente en ligne. Certaines personnes se sont excusées immédiatement. D'autres sont restées silencieuses, car le silence était plus facile que d'admettre qu'elles avaient aidé à propager un mensonge. D'autres ont dit qu'elles me croyaient mais voulaient quand même que je passe à autre chose. C'étaient ceux qui percevaient les choses différemment. Il ne niait pas ce qui s'était passé. Ils voulaient juste que la vérité soit moins dérangeante. Mes parents vivaient dans une grande maison à North Hills, le genre avec un aménagement paysager parfait, des couronnes saisonnières et un îlot de cuisine assez grand pour accueillir le genre de brunch que ma mère adorait publier en ligne. Cette maison comptait pour eux plus que presque n'importe quoi d'autre. Ce n'était pas seulement là qu'ils vivaient. C'était leur costume. Elle disait au quartier qu'ils étaient prospères, stables, généreux, respectés. Mon père travaillait dans les prêts hypothécaires, donc l'image faisait partie de son métier. Ma mère naviguait entre les comités de charité, les événements de propriétaires et les sessions de shopping en ligne qu'elle prétendait être des investissements de bon goût. Plus tard, j'ai appris qu'ils étaient déjà endettés avant de me voler. Carte de crédit au maximum, retard de paiement hypothécaire, honte privée cachée derrière des sourires publics. Mon appartement avait été une solution d'argent rapide emballée dans une fausse tragédie. Une fois le jugement devenu définitif, mon avocat m'a demandé si je voulais discuter d'un accord. J'ai dit non. Mes parents n'avaient pas payé un seul dollar. Ils avaient ignoré le jugement de la même manière qu'ils avaient ignoré mes appels depuis l'appartement vide. Alors, nous avons commencé l'exécution. Un privilège a été inscrit sur leur maison. Le salaire de mon père a été saisi. Leurs comptes bancaires ont été frappés par les voies légales. Soudain, les conséquences n'étaient plus émotionnelles. Elles étaient financières, publiques, et impossibles à justifier. L'employeur de mon père l'a découvert. Le conseil d'administration du syndicat de copropriété a entendu des rumeurs. Les voisins qui avaient contribué à la collecte commémorative ont commencé à se demander pourquoi une fille qu'ils pleuraient recouvrait maintenant un jugement contre ses propres parents. C'était ça le problème avec les mensonges. Ils étaient faciles quand tout le monde était triste et que personne ne demandait de documents. Ils devenaient beaucoup plus difficiles quand les ordonnances du tribunal arrivaient. Puis un matin à 5 heures, mon téléphone a sonné d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli laisser le répondeur sans charger. Quelque chose m'a poussé à répondre. Au début,
je n'entendais que des respirations et des pleurs. Puis mon frère a prononcé mon nom. Ethan. Je n'avais pas entendu sa voix depuis 3 ans. Pas une seule fois après l'hôpital. Pas une seule fois après l'appartement vide. Pas une seule fois après qu'il ait regardé nos parents me transformer en fantôme. Il sanglotait tellement que ses mots sortaient brisés. Maman est à l'hôpital. Papa perd la tête. Les avocats n'arrêtent pas d'appeler. La banque a encore appelé. Les gens du quartier veulent récupérer leur argent. Émilie, s'il te plaît, fais que ça s'arrête. Je me suis assise dans mon lit, complètement réveillée maintenant. Je lui ai demandé ce qu'il voulait que j'arrête. Il a dit le privilège, la saisie sur salaire, les appels, les questions, l'humiliation. Il a dit que ma mère avait eu une crise de panique si forte que mon père avait appelé une ambulance. Il a dit que mon père ne dormait plus. Il a dit que la maison était en danger. Il a dit que tout le monde les blâmait. Puis sa voix a changé. Il a dit, tu es en train de nous détruire. Pendant une seconde, j'ai revu mon ancien appartement. J'ai vu les carrés propres sur la moquette là où étaient les meubles. J'ai vu la place vide sur ma commode là où se trouvait le médaillon de ma grand-mère. J'ai entendu ma mère rire et dire que je jouais à être indépendante. Ethan continuait de pleurer au téléphone, attendant que je le réconforte. Au lieu de cela, je lui ai posé une seule question. As-tu aidé à sortir mes affaires? La ligne est devenue silencieuse. Ce silence m'en a dit plus que n'importe quelle réponse n'aurait pu le faire. Il a chuchoté qu'il ne savait pas ce qui se passait à l'époque. Il a dit qu'il était confus. Il a dit qu'il pensait que nos parents géraient la situation. Je lui ai dit que je le rappellerais et j'ai raccroché. Je n'ai pas rappelé. Pas ce matin-là. Pas après 6 autres appels manqués. Pas après les messages vocaux. Ils avaient passé 3 ans à dire aux gens que j'étais morte. Maintenant, ils apprenaient à quel point les morts peuvent être patients lorsqu'ils reviennent avec de la paperasse. J'ai attendu 4 jours avant d'accepter d'aller chez mes parents. Non pas parce que j'avais peur. Non pas parce que j'avais besoin de temps pour me calmer. J'ai attendu parce qu'ils m'avaient fait attendre 3 ans pour obtenir des comptes, et je voulais qu'ils comprennent que cette conversation avait lieu selon mon emploi du temps, pas le leur. Quand je me suis garé dans l'allée ce samedi après-midi, la maison ressemblait exactement à mes souvenirs, et en rien à la vérité. La pelouse était tondue. Le porche avait des jardinières assorties. Il y avait une couronne de bon goût sur la porte, le genre que ma mère aurait qualifié de sobre mais cher. De l'extérieur, cela ressemblait toujours à la maison de gens qui avaient tout sous contrôle. Ethan a ouvert la porte avant même que je ne frappe. Il avait l'air plus maigre, épuisé, et en colère de la façon dont les gens le sont quand ils veulent de la compassion mais qu'ils ne l'ont pas mérité. Il a commencé à parler immédiatement. Maman est rentrée à la maison maintenant. Papa fonctionne à peine. Tu dois les écouter. Ce ne sont pas des monstres. Je suis passé devant lui pour entrer dans le salon. Mes parents étaient assis sur le canapé, mais ils n'étaient pas seuls. 2 personnes de leur cercle de voisinage étaient là. Une femme avec qui ma mère avait l'habitude d'organiser des déjeuners de charité et un homme qui avait siégé avec mon père au comité financier du syndicat de copropriété. J'ai failli rire. Ils n'avaient pas invité de témoins pour la vérité. Ils avaient invité un public pour leur performance. Mon père s'est levé en premier et a dit qu'il pensait qu'il serait utile d'avoir des personnes neutres présentes pour que tout le monde puisse avancer vers la guérison. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien de neutre chez des gens qui avaient fait un don à un fonds commémoratif pour une femme qui se tenait vivante devant eux. La femme a regardé ma mère. Ma mère a regardé le sol. C'est là que j'ai su qu'il n'avait pas tout dit à ces gens. Mon père a essayé de reprendre le contrôle. Il a dit que cette famille avait assez souffert et que, bien que des erreurs aient été commises, traîner les choses en justice ne créerait que plus de douleur. Je lui ai demandé de quelle erreur il parlait. Était-ce d'ouvrir mon appartement pendant que je me remettais d'une opération? Était-ce de vendre mon équipement de travail? Était-ce de dire au propriétaire que j'étais morte? Était-ce d'accepter l'argent de voisins qui pensaient aider à payer les frais liés au deuil? La pièce est devenue très silencieuse. L'homme du syndicat s'est agité sur sa chaise. Ma mère s'est finalement mise à pleurer. Elle a dit que je ne comprendrais jamais la pression qu'elle avait subie. Elle a dit que les factures s'accumulaient.
Les commissions de mon père avaient ralenti et elle s'était tellement efforcée d'empêcher l'image de la famille de s'effondrer. Elle a dit que le shopping en ligne était devenu hors de contrôle parce que chaque événement, chaque dîner, chaque rassemblement de quartier venait avec des attentes. Elle a dit qu'elle avait pris une terrible décision pendant une période terrifiante. Je lui ai dit qu'une terrible décision, c'est acheter quelque chose qu'on ne peut pas s'offrir. Ce qu'elle avait fait avait nécessité de la planification. Il avait fallu une clé. Il avait fallu un camion. Il avait fallu aller en ligne. Il avait fallu un mensonge sur ma mort. Il avait fallu bloquer mon numéro après que je l'ai supplié de me rendre mes affaires. Elle a tressailli quand j'ai dit supplier. Et j'en étais heureuse. Mon père a dit qu'ils étaient prêts à arranger les choses de manière réaliste. Il a dit que le jugement était impossible. Il a dit que si je continuais à l'exécuter, il pourrait perdre la maison. Il a dit que nous pourrions peut-être accepter de réduire le montant, de suspendre la saisie sur salaire et de trouver un arrangement familial privé. J'ai demandé s'il voulait dire le genre d'arrangement familial privé où ils prennent tout et où je me tais pour qu'ils puissent garder leur maison. Il a dit que je déformais ses propos. J'ai dit non. Je l'ai répété enfin clairement. Ensuite, je me suis tourné vers Ethan. Je lui ai redemandé ce que je lui avais demandé au téléphone. As-tu aidé à sortir mes affaires? Il s'est mis à pleurer avant de répondre. Il a dit qu'il avait aidé à décharger les cartons dans le garage. Il a dit qu'il avait vu mon bureau, ma chaise, mes vêtements et les sacs poubelles, mon équipement et la petite boîte en bois de ma commode. Il a dit qu'il avait demandé s'il devait la garder parce qu'elle avait l'air personnelle. Ma mère lui a dit que non. Que tout devait disparaître. Il a dit qu'il avait 23 ans et qu'il avait peur de les défier. Je l'ai fixé jusqu'à ce qu'il détourne le regard. Je lui ai dit qu'il était assez vieux pour connaître la différence entre aider et cacher. Il a dit qu'il pensait que c'était peut-être une sorte d'intervention. J'ai demandé quel genre d'intervention vend un médaillon en argent contenant les lettres d'une femme décédée. Personne n'a répondu. C'était le schéma de toute la conversation. Ils avaient des explications jusqu'à ce que je demande des détails. Ils avaient des larmes jusqu'à ce que je nomme des actes. Ils avaient des valeurs familiales jusqu'à ce que l'argent soit mis sur le tapis. Ma mère a dit, « Je suis toujours ta mère ». J'ai dit, « Tu es devenue une étrangère quand tu as dit aux gens que j'étais morte ». La femme du quartier a finalement pris la parole. Sa voix était calme. Elle a demandé à ma mère si la collecte commémorative était basée sur un mensonge. Ma mère a répondu que c'était compliqué. Ce seul mot a fait plus de dégâts que tout ce que j'aurais pu dire. Compliqué voulait dire oui. Compliqué signifiait que les repas de condoléances, les cartes, l'argent, le deuil public, tout cela avait été construit sur une fraude. Mon père m'a dit que je les humiliais. Je lui ai dit que je ne les humiliais pas. Je refusais de les aider à se cacher. Quand je suis sorti, Ethan m'a suivi dans l'allée. Il a dit qu'il s'effondrait. Il a dit que maman était malade. Il a dit que papa pourrait perdre son poste. Il a dit que les gens se retournaient contre eux. Je lui ai demandé où était son inquiétude quand je dormais sur le canapé de Nora avec un seul pull emprunté et aucun moyen de travailler. Il a essuyé son visage et a dit qu'il était désolé. Je lui ai dit que désolé est ce que les gens disent quand la vérité leur coûte quelque chose. Rendre des comptes, c'est ce qu'ils font avant cela. Ensuite, je suis monté dans ma voiture et je les ai laissés planter dans l'allée de la maison qu'ils avaient choisie au lieu de moi. Après cette réunion, la machine familiale s'est mise en marche. Pas la partie de la famille qui avait pris de mes nouvelles après l'opération. Pas la partie qui m'avait offert un endroit où rester quand je n'avais rien. L'autre partie. La partie qui ne se réveille que lorsque les conséquences atteignent les personnes qui contrôlent habituellement l'histoire. Ma tante Valérie a appelé la première. Elle a dit qu'elle m'aimait et qu'elle croyait que ce qui s'était passé était terrible, mais que je devais penser à la situation dans son ensemble. Je lui ai demandé quelle situation d'ensemble incluait la vente de mes photos d'enfance. Elle a soupiré comme si j'étais difficile et a dit que personne ne défendait ce qu'ils avaient fait. Ils voulaient juste une solution qui ne détruise pas toute la famille. Puis mon oncle Marc a appelé et a dit que les tribunaux n'étaient pas l'endroit pour les blessures familiales. Je lui ai dit que les maisons familiales n'étaient pas non plus l'endroit pour les biens volés. Mais nous en étions là. Ma cousine Paige a envoyé un long message pour me demander si j'avais vraiment besoin du montant total ou si j'essayais juste de les punir. J'ai tapé 3 réponses différentes et je les ai toutes supprimées.
Finalement, je lui ai envoyé le jugement et la photo de mon appartement vide. Elle n'a pas répondu pendant 2 jours. Quand elle l'a fait, tout ce qu'elle a dit, c'est « Je ne savais pas que c'était si grave ». C'est devenu le thème récurrent. Tout le monde en savait juste assez pour avoir une opinion et pas assez pour avoir honte. Mes parents avaient commencé à admettre une version adoucie de la vérité. Ils disaient qu'ils avaient fait des erreurs. Ils disaient qu'ils avaient mal géré mon appartement. Ils disaient que le chagrin, la peur et les problèmes d'argent avaient obscurci leur jugement. Ils disaient que j'avais gagné au tribunal et que maintenant je refusais de laisser la famille guérir. C'était brillant, de la manière la plus ignoble qui soit. Ils ne niaient plus tout. Ils admettaient juste ce qu'il fallait pour paraître humble tout en me faisant passer pour cruel de continuer à exécuter le jugement. C'est à Thanksgiving que tout a explosé. Valérie a invité tout le monde et m'a dit que ça me ferait du bien d'être à nouveau entouré de ma famille. Elle ne m'avait pas dit que mes parents seraient là. Quand je suis entré dans sa salle à manger et que je les ai vus assis sur le canapé, j'ai failli faire demi-tour immédiatement. Ethan était à côté d'eux, pâle et tendu. Mon père avait l'air plus vieux, mais pas désolé. Ma mère avait l'air fragile, d'une manière que je savais soigneusement choisie. Pull doux, pas de maquillage, les mains tremblantes autour d'une tasse de thé. La pièce est devenue silencieuse quand je suis entré, ce qui m'a indiqué que tout le monde attendait que le spectacle commence. Le dîner n'avait même pas commencé avant que Marc ne suggère que nous nous asseyions tous et parlions à cœur ouvert. J'ai dit que je n'avais aucun intérêt pour une session de thérapie familiale surprise. Mon père s'est quand même levé. Il a dit qu'il voulait s'excuser publiquement. Il a dit que ma mère et lui avaient été sous une pression financière extrême et avaient pris des décisions qu'il regrettait profondément. Il a dit qu'il n'avait jamais voulu me blesser de la sorte. Je lui ai demandé quelle décision. Il a cligné des yeux. J'ai dit, dis-les. Il a dit, ils ont pris certaines de mes affaires. J'ai dit, vous avez vidé mon appartement pendant que j'étais à l'hôpital. Il a dit, oui, ça. J'ai demandé s'il était désolé d'avoir dit à mon propriétaire que j'étais morte. Il a dit, c'était un terrible malentendu. J'ai demandé qui avait mal compris mon pouls. Personne n'a ri. Ma mère s'est mise à pleurer et a dit qu'elle ne pourrait pas survivre à être attaquée comme ça pour toujours. Elle a dit qu'elle s'était excusée. J'ai dit qu'elle s'était excusée d'avoir été sous pression, pas pour ce qu'elle avait fait. Elle a dit que je voulais la voir en paix. J'ai dit que je voulais qu'elle dise la vérité sans l'enjoliver. Ensuite, j'ai posé des questions sur l'argent de la commémoration devant tout le monde. L'atmosphère de la pièce a changé. Certains proches n'étaient pas au courant de cette partie. La mâchoire de mon père s'est crispée. Ma mère a dit que les gens avaient donné par gentillesse et qu'ils n'avaient jamais rien demandé. J'ai dit qu'ils avaient accepté de l'argent pour une fille morte qui était en fait vivante et qui suppliait qu'on lui rende ses affaires. Ethan a frappé la table du poing et a dit que j'étais impossible. Il a dit que chaque personne dans cette pièce essayait d'aller de l'avant et que je voulais du sang. Je l'ai regardé et j'ai dit, non, je voulais 41 600 $, ce qui était le chiffre qu'un tribunal avait attribué à ce qu'il m'avait volé. Valérie a essayé de suggérer un plan de paiement, peut-être un petit montant mensuel pour montrer leur bonne foi. Je lui ai demandé de calculer combien de temps cela prendrait à 50 $ par mois. Elle a baissé les yeux. Marc a dit que la famille comptait plus que l'argent. J'ai dit que c'était étrange, car quand mes parents avaient besoin d'argent, la famille a été la première chose qu'ils ont vendue. Cela a mis fin au dîner avant même qu'il ne commence. Ma mère a sangloté. Mon père m'a dit que j'étais devenue vindicative. Ethan m'a traité d'égoïste. Je suis parti avant le dessert et, le temps que je rentre chez moi, mon téléphone était plein de messages. Certains disaient que j'avais gâché Thanksgiving. Certains disaient qu'ils comprenaient enfin. Certains disaient qu'ils ne savaient plus qui croire. Mais en dehors de la famille, les dégâts avançaient plus vite. Le quartier a découvert l'existence du fonds commémoratif. Les gens qui avaient livré des repas ont commencé à poser des questions. Quelqu'un a publié dans le groupe privé du syndicat de copropriété concernant le jugement du tribunal. Le comité de charité a discrètement évincé ma mère. Mon père a été prié de démissionner du conseil d'administration après que les gens se soient demandé comment un homme sous le coup d'une saisie sur salaire et d'un scandale de fraude pouvait superviser les finances de la communauté. Ses clients ont commencé à entendre des rumeurs, eux aussi. Dans les prêts hypothécaires,
la confiance est une monnaie, et la sienne disparaissait rapidement. La maison avait déjà du retard. Le privilège a rendu le refinancement presque impossible. La saisie sur salaire a rendu le rattrapage plus difficile. Les frais de justice ont drainé ce qu'il leur restait. Ethan a encore appelé et a dit qu'ils allaient tout perdre. Il a dit que si j'avais une once de compassion, j'arrêterais. Je lui ai dit que la compassion sans responsabilité n'est qu'une permission. Il a dit que je déchirais la famille. J'ai dit non. Je refusais de maintenir ensemble un mensonge qui me lacérait depuis 3 ans. Tout le monde n'arrêtait pas de me demander de sauver la famille, mais personne ne pouvait expliquer pourquoi sauver la famille signifiait protéger les personnes qui l'avaient détruite. La saisie immobilière est devenue définitive au début du printemps. Ethan m'a envoyé un long message la veille du jour où il devait partir, me disant que c'était ma dernière chance de faire ce qu'il fallait. Il a dit qu'il n'avait nulle part où aller de bien. Il a dit que maman dormait à peine. Il a dit que papa ressemblait à un homme brisé. Il a dit, si je les laisse perdre la maison, je devrais vivre avec ça pour toujours. J'ai lu le message 2 fois, puis j'ai posé mon téléphone face contre table et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à North Hills et je me suis garé de l'autre côté de la rue, en face de la maison que mes parents traitaient comme la preuve qu'ils étaient meilleurs que tout le monde. Il y avait un camion de location dans l'allée. Pas des déménageurs professionnels, juste un camion bon marché et une pile de cartons affaissés près du garage. Mon père portait des lampes. Ma mère se tenait sur le porche, les bras croisés sur la poitrine, regardant le jardin comme si elle attendait qu'il s'excuse. Ethan m'a vu en premier. Il a posé le carton qu'il tenait dans les mains et s'est dirigé vers ma voiture. Son visage était déjà tordu par la colère. Il m'a demandé ce que je faisais là. Je lui ai dit la vérité. Je voulais voir ça. Il a dit que j'étais venu pour jubiler. Peut-être qu'une partie de moi le faisait. Je ne vais pas prétendre être plus noble que je ne l'étais. 3 ans plus tôt, je me tenais au milieu d'un appartement vide avec le sparadrap de l'hôpital encore sur le bras. Et personne dans ma famille n'était venu voir ce qu'il m'avait fait. Alors oui, je voulais voir la maison vide. Je voulais voir la vie qu'ils avaient protégée avec mes affaires volées s'effondrer sous son propre poids. Mon père a descendu l'allée lentement. Il avait l'air plus vieux, plus petit, et furieux. Mais avoir l'air vaincu ne le rendait pas innocent. Il a dit, « Es-tu satisfaite maintenant ?» J'ai répondu, « Pas avec l'argent ?» Non. Il a dit, « Il n'y avait pas d'argent. La faillite gérait ce qu'elle gérait et le reste était perdu. Ils avaient perdu la maison. Ils avaient perdu leurs amis. Ils avaient perdu leur statut. Il a demandé ce que je voulais de plus. Je lui ai dit que je voulais qu'il arrête d'agir comme si la saisie de la maison était quelque chose que je lui avais fait, au lieu de quelque chose qu'il avait construit un mensonge à la fois. Ma mère a descendu les marches à ce moment-là. Sa voix était calme au début. Elle a dit qu'elle ne me reconnaissait plus. Elle a dit que la fille qu'elle avait élevée ne prendrait jamais plaisir à voir ses parents souffrir. J'ai répondu que la fille qu'elle avait élevée était rentrée de l'opération et avait découvert que sa mère avait vendu sa vie en pièces détachées. Elle a dit que j'étais cruel. J'ai dit, tu as dit aux gens que j'étais morte. Elle a détourné le regard. C'est la chose la plus proche de la honte qu'elle ait jamais ressentie. Ethan a commencé à crier que j'avais détruit tout le monde. Il a dit qu'il avait perdu des amis. Il a dit que la famille se parlait à peine. Il a dit qu'il ne pouvait pas croire que je le punissais pour quelque chose que nos parents avaient fait. Je lui ai rappelé qu'il avait aidé à décharger mes affaires dans leur garage. Je lui ai rappelé qu'il avait vu la boîte de ma grand-mère et qu'il n'avait rien dit. Je lui ai rappelé qu'il était resté silencieux pendant 3 ans et qu'il ne m'avait appelé que lorsque les conséquences avaient atteint sa chambre. Il a dit que je ne comprenais pas ce que c'était que de vivre sous leur pression. Je lui ai dit qu'il ne comprenait pas ce que c'était que d'être effacé par les personnes qui étaient censées te protéger. Mon père m'a dit de partir. Avant de le faire, j'ai regardé la maison une dernière fois. Le porche parfait, les fenêtres vides, les voisins faisant semblant de ne pas regarder. Pendant des années, cette maison avait été leur scène. Chaque fête, chaque réunion de charité, chaque photo soignée, chaque mensonge souriant y avait été joué. Maintenant, ce n'était qu'une autre propriété que la banque voulait récupérer. Ils ont déménagé dans un petit appartement de 2 chambres à 2 villes de là. Ma mère a trouvé un emploi à temps partiel dans un magasin de décoration d'intérieur,
ce qui semblait presque poétique vu le nombre de jolies choses qu'elle avait achetées pour cacher une vie affreuse. Mon père a pris un travail moins bien payé après que sa réputation dans les prés s'est effondrée. Les gens du quartier ont cessé de les inviter ou que ce soit. Certains voulaient encore récupérer l'argent de leur collecte commémorative. D'autres voulaient simplement s'éloigner de l'embarras. Ethan a emménagé chez un ami pendant un moment et m'a blâmé bruyamment auprès de quiconque voulait l'entendre. La famille s'est divisée d'une manière qui ne guérira probablement jamais complètement. Valérie et Marc pensent que je suis allé trop loin. Paige s'est excusée des mois plus tard et a admis qu'elle avait laissé le malaise l'emporter sur la vérité. Ma grand-mère Hélène m'appelle toutes les quelques semaines. Elle dit qu'elle est fière de moi pour m'être défendu, même si elle a honte de ce que son fils est devenu. Ses appels comptent plus qu'elle ne le sait. Quant à moi, j'ai reconstruit. Pas rapidement, pas parfaitement. Mais honnêtement. J'ai un nouvel appartement maintenant. Un avec des meubles que j'ai rachetés, des serrures que je suis la seule à contrôler, et une station de travail meilleure que celle qu'ils ont vendue. Mon entreprise de design s'est rétablie. J'ai des clients qui me font confiance, des amis qui ont été là pour moi, et une copie encadrée de la seule photo d'enfance scannée qu'il me reste. Je n'ai jamais récupéré le médaillon. Je n'ai jamais récupéré les lettres. Certaines pertes ne redeviennent pas entières juste parce qu'un tribunal reconnaît que vous avez subi un tort. Mais j'ai appris quelque chose d'important, et j'espère que tous ceux qui m'écoutent le comprennent aussi. La famille n'est pas un laissez-passer gratuit pour trahir quelqu'un. Le pardon n'est pas quelque chose que les autres ont le droit d'exiger parce que rendre des comptes les met mal à l'aise. Et la justice ne ressemble pas toujours à des cris ou à une vengeance dans la rue. Parfois, la justice ressemble à des documents, de la patience, des limites et le refus de laisser les gens réécrire le mal qu'ils ont causé. Mes parents voulaient que je disparaisse pour pouvoir garder leur maison, leur image et leur histoire parfaite. Au lieu de cela, la vérité leur a pris tout ça. Je ne le regrette pas. Je n'ai pas détruit ma famille. J'ai exposé ce qui était déjà pourri à l'intérieur.